Alors, bonsoir à toutes et à tous. Je suis ravi de vous retrouver pour une 404e rencontre Vlil. Et ce soir, on reçoit donc l'autrice, éditrice, mais d'abord l'autrice. On parlera peu de l'éditeur, de l'éditrice que tu es Lola, parce qu'il faut laisser la place à l'autrice que tu es dorénavant aussi, pour Le Grand Horizon aux éditions Phébus. Un livre qui n'est pas comme les autres, un livre qui permet de prendre son temps, un livre différent dans cette rentrée littéraire. Et il est absolument magnifique. On va en reparler grandement. Si je fais trop d'éloges ce soir, ne m'en veuillez pas, mais c'est mérité. À côté de Lola, on a Marie-Eugène, évidemment, l'éditrice de Phébus depuis déjà quelques mois, qui reprend cette collection française chez Phébus. Et on est ravis de te retrouver, Marie, toi qui es une habituée de ces rencontres. Alors bonsoir à toutes les deux. Bonsoir. Bonsoir et Bonsoir. merci. Alors pour vous mettre dans l'ambiance de ce texte-là, je vais le résumer à ma manière, parce que la route vers le grand horizon s'ouvre souvent sous les lueurs résistantes de l'aube, une sorte de paysage intérieur d'un homme en quête de limites à dépasser, qui va trouver une sorte d'écho fragile. Sous ses roues, le bitume va dessiner l'horizon du possible, va mêler sueur et douleur en chemin d'éveil, et puis dans la solitude de la course, chaque coup de pédale est une prière muette, chaque souffle va effleurer le vertige d'un monde contemporain en dérive, et au fil des kilomètres, une amitié blessée murmure ses cicatrices, et la mémoire d'un ami disparu va veiller dans l'ombre. Entre l'envie de fuite et l'enracinement à soi, l'errance devient quête intime, éclairée par l'incandescence de l'effort. Alors l'horizon, vaste et multiple, s'offre alors à nous, promesse d'un échange sans phare avec Lola Nicole ce soir, pour sonder ensemble les secrets de ce voyage intérieur. Alors, on va commencer par Marie. J'aimerais savoir véritablement comment tu as découvert Lola Nicole, qui est donc éditrice chez Les Avrils, co-éditrice avec Sandrine Thévenet. Euh, Elle a déjà écrit un premier roman aux Escales en 2019, il me semble, qui s'appelait Après la fête. Mais avant ça, j'ai découvert qu'elle avait écrit de la poésie aussi. Nous, oiseaux de passage, chez Blanc Volant en 2017, et ensuite Les Passagers du RER sur un ouvrage plus collectif aux Arènes en 2019 aussi. Comment tu as découvert sa plume, au-delà peut-être de l'amitié que tu lui portes, mais j'aimerais connaître les méandres de cette connaissance. Et oui, c'est une relation très particulière parce que je crois que c'est la première fois vraiment que je publie une consoeur et que j'apprends de plus en plus à connaître parce que ce qui est intéressant aussi, c'est que Lola et moi, auparavant, on se croisait beaucoup, on se croisait, on se rencontrait, on échangeait, mais beaucoup autour de nos métiers, de ce métier en commun qu'on a et parce qu'on avait lancé toutes les deux, toutes les trois, avec Sandrine, des collections à peu près au même moment. Moi, j'avais lancé Traversée chez Harper et Lola et Sandrine, Les Avrils, à peu près au même moment. Donc, on se croisait et on échangeait. J'avais lu Lola, j'avais lu son premier roman après la fête, j'avais repéré ce sens, cette écriture, ce style, et son lien à la poésie, évidemment, même si moi, je n'ai pas eu accès encore aux textes poétiques, aux livres qui ont été écrits avant. Et je trouve ça amusant, là, quand tu les citais, de se dire que la notion de passager, en fait, est hyper importante dans tous ces livres, finalement. C'est évident dans les deux titres, mais là je me dis avec Vincent ou dans Après la fête aussi, enfin c'est vraiment quelque chose de d'important, ça rajoute une couche supplémentaire. Et comment ça s'est passé? C'est que donc j'avais été très impressionnée déjà par son premier livre. J'adorais le travail j'adore le travail qu'elle a accompli avec les Avrils. Et puis on se croisait. Puis un beau jour, je venais d'arriver chez Phébus, je crois. On s'est croisés. Je raconte la pure vérité. Et à l'issue de, parce que c'est dur à faire en direct, en face à face. Mais je lui ai envoyé un petit message et je lui ai demandé si elle travaillait sur un deuxième livre, tout simplement. Et elle m'a dit, bah oui, oui, oui. Ça fait même quelques années. Elle va vous en dire plus que je travaille sur ce deuxième roman. Et donc là, je me suis dit, je tente et je lui propose peut-être de le recevoir si elle le veut. Mais j'y allais vraiment avec, je savais pas ce qui se passerait. Et puis, bah, elle m'a fait ce cadeau, vraiment ce cadeau de me l'envoyer. Je pense que tu l'as envoyé, Lola, à l'époque à quelques personnes.
Et je l'ai lu assez vite et puis c'était ça, c'est bête de le dire comme ça, mais vraiment une évidence parce qu'on va en parler de ce roman, mais euh, voilà, on en lit tous beaucoup ici, des publiés, des non publiés pour ma part souvent, des manuscrits, des textes qui m'arrivent comme ça. Et là, bah, c'est un texte très rare, déjà qui joue avec la narration, qui est vraiment très intelligemment construit, qui s'amuse d'un genre littéraire quand même. Et moi, c'était pas rien parce que je venais d'arriver chez Phébus, qui est une maison connue alors pour son domaine étranger, un petit peu aussi pour son domaine français, mais surtout parce que Phébus est illustré dans le roman d'aventure et le récit de voyage. En tout cas, à une époque, puisque c'est le premier éditeur de Cédric Gras, de Sylvain Tesson, etc., il y a longtemps. Et je me suis amusée avec ce texte aussi en le découvrant, parce que je me suis dit, mais c'est hyper amusant, parce que j'ai pas envie de forcément toujours de créer des ponts avec le passé, mais j'aime bien faire des clins d'œil. Et là, c'était un clin d'œil parfait d'une sorte de contre-pied au genre littéraire du récit de voyage. J'en dis pas plus parce qu'Anthony va le faire et puis Lola va en parler, mais voilà, ça a été un véritable coup de cœur, coup de foudre pour ce texte, pour l'écriture, pour tout ce qui évoque. On en avait parlé la première fois qu'on s'est parlé, on s'en est parlé, je pense, près de 4 heures au bureau. La concentration, cette notion de concentration, en fait, qui est très importante dans le texte, de résonance, elle pourrait expliquer. Et ça a été total sur le style, les sujets, l'intention derrière, ce que ça dit de notre époque. Je trouve que c'est un livre extrêmement contemporain. Je trouve que Lola est une personne extrêmement euh, ancrée dans son époque contemporaine, euh, vive, moderne. Enfin, il y a tout ça dans le texte de Grand Horizon qui ne s'appelait pas comme ça à l'origine. Donc voilà, c'est un amour total pour le livre. Et je suis hyper contente que Lola fasse partie de cette première rentrée, pour moi en tout cas chez Phébus. Voilà, je sais pas si je réponds à la question. Super, parfait. Alors Lola, justement, la réponse est à l'accusé, ou presque. Mais j'aimerais savoir justement les prémices de ce texte-là, puisqu'apparemment tu le portes depuis longtemps. On a l'impression que depuis 2019, c'est peut-être un petit peu le cas aussi. Peut-être que la création des Avrils aussi a forcément bousculé les choses en matière éditoriale, clairement. Qu'est-ce qui s'est passé depuis tout ce temps, depuis après la fête? Qu'est-ce qui t'a donné envie de renouer avec l'écriture aussi? Oui, bah merci Marie pour tes mots. Je souscris à absolument tout. C'est vrai que moi qui ai aussi des relations avec des auteurs, quand j'ai ma casquette d'éditrice, il y a des fois des choses évidentes, des personnalités voilà, qui se trouvent. Et là, c'était très naturel et très évident. Donc c'est agréable de vivre cette aventure-là ensemble. Depuis 2019, ben, c'est vrai que en fait, j'ai commencé à écrire ce texte avant la parution d'Après la fête, l'été juste avant, qui était un été un peu particulier pour moi parce qu'effectivement, c'était l'été de la création, enfin, de l'élaboration en tout cas du projet des Avrils. Donc j'étais vraiment avec Sandrine dans un bureau pour concevoir tout ce qui est aujourd'hui les Avrils. Peu de choses ont changé finalement. Et puis, quelque chose s'est passé, c'est que un de mes meilleurs amis a pris le départ de cette course dont on va parler. Et du coup, c'est vrai que immédiatement, alors qu'il était déjà en train de pédaler sur les routes, j'ai commencé à écrire de façon simultanée. Donc, ça a été un projet qui s'est imposé à moi. Voilà, c'était pas très prémédité. Mais par contre, après, ça a mis du temps parce que, effectivement, l'écriture demande quand même une immersion forte. Et j'étais dans la création d'une maison. Et c'est vrai que c'est un peu le même réservoir de créativité. Ce qu'on met à la fois dans choisir des textes, choisir un nom de maison, choisir un logo, choisir des couves. Il y a beaucoup de choix déjà. Et c'est vrai que, voilà, donc c'était compliqué d'articuler les deux. Donc pendant plusieurs années, j'ai vraiment volé du temps sur sur les vacances et sur l'été pour écrire. Et puis voilà, les 2 dernières années, je me suis vraiment résolue à mettre un coup d'accélérateur. Mais en fait, je regrette pas du tout tout ce temps pris parce que c'est un texte qui a... Enfin voilà, j'étais très jeune quand même aussi au moment de la publication de Après la fête, j'avais 26 ans, 27 ans. Et voilà, et donc du coup, ça m'a vraiment permis de grandir avec le texte et de le nourrir comme ça au fil des années. Et donc, c'est assez
dingue quand même de, voilà, de pouvoir prendre ce temps. Et c'est aussi pour ça que j'ai pas voulu travailler avec un éditeur pendant toutes ces années, parce que j'avais envie, voilà, je sais très bien comment on est, nous les éditeurs. On met vite des dates de parution et des calendriers. Et justement, là, j'avais envie, pour cette course, de prendre vraiment le temps de faire ce dont j'avais envie, de maturer, de grandir avec cet univers. Et c'est vrai qu'il y a un temps quand même incompressible de la création, même si on est voilà, dans une industrie, dans des plannings, etc. Je pense qu'il faut, voilà, il faut se laisser le temps et aller vraiment au bout de ce qu'on veut vraiment faire, quoi. Avant de Voilà. parler de cette course, il y a une phrase d'entrée de jeu en exergue, une phrase de Mélanie Chenoir en 2015 qui m'a frappé parce que je trouve que ça donne clairement le ton de là où vous voulez nous emmener. Et je vais te citer Lola. Au commencement était une époque à laquelle les cyclistes courageux se lançaient dans de longues et difficiles aventures, seuls, sans voiture d'équipe et sans soigneur pour veiller sur eux. C'étaient des hommes robustes et déterminés qui mangeaient ce qu'ils arrivaient à trouver, dormaient quand ils le pouvaient et pédalaient toute la journée. Ils n'étaient pas des athlètes professionnels, ni non plus des hommes de bien, mais des anticonformistes, des vagabonds, des aventuriers qui s'emparaient du vélo pour aller chercher fortune. Je trouve que cette phrase-là, bravo déjà de l'avoir mise en exergue parce que je trouve elle est totalement fondatrice sur ce qui va suivre et qui en dit beaucoup sur notre monde actuel qui ne prend pas ce temps-là, qui est parasité totalement par le quotidien, qui est phagocyté par ce quotidien-là. Et se retrouver ce vagabondage à vélo, ce vagabondage à travers l'Europe dont on va parler juste après, mais je trouve que c'était extrêmement subtil de l'insérer dès le début du texte pour nous donner l'eau à la bouche. Et justement, par rapport à cela, quel est ton ressenti? Est-ce que c'est aussi quelque chose que tu aimerais revoir au goût du jour? Cette question de liberté en réalité. C'est un grand livre sur la liberté finalement. Waouh! C'est une vaste question d'entrée de jeu. En fait, moi, c'est ça effectivement qui m'a. Donc pour le dire très franchement, j'ai aucun lien avec le cyclisme. C'est pas du tout mon truc à l'origine. Et c'est vrai que en fait, ce qui m'a saisi, c'est vraiment que il y a rien à gagner finalement dans cette course et du coup, il y avait comme une espèce de bulle qui sortait du marché justement, qui sortait de quelque chose de très formaté comme peuvent l'être les courses professionnelles aujourd'hui, de très c'est quelque chose de très intime, de très personnel et du coup, ça m'a vraiment interpellée en me disant, bah voilà, comment aujourd'hui on trouve des espaces de liberté, comment on arrive à faire des choses aussi peut-être de façon plus désintéressée, c'est-à-dire pas forcément pour la communication, pas forcément pour rentrer dans une attente de ce que la société ou le capitalisme peut attendre de chacun des individus. Et voilà, donc un peu s'échapper quand même effectivement d'une sorte de communication, de flux, de quotidien voilà, qui nous prend tous à des endroits, enfin voilà, qui rend pas forcément très heureux. Et voilà, c'est vraiment une échappée, quoi, donc une lucarne dans le quotidien. Et effectivement, cette liberté-là m'a vraiment questionnée et aussi bah, le rapport à la douleur, c'est-à-dire est-ce que c'est s'émanciper comme ça du quotidien, de ce petit marasme quand même, qui est notre contemporain, est-ce que c'est forcément douloureux, par exemple? Est-ce que c'est forcément un sacrifice? Voilà. Donc, en tout cas, questionner cette course pour moi est un grand point d'interrogation. Et donc, à partir de là, comment la littérature m'a permis voilà, d'essayer de l'approcher comme un diamant noir, voilà, on n'arrive pas trop à comprendre toutes les facettes, mais voilà, il y a vraiment eu cette envie de la saisir, ouais. Et puis, il y avait aussi le risque de prendre des événements qui se sont déjà produits sur cette course, sur la Transcontinental Race, puisqu'il y a eu des morts dans cette course, notamment. Et tu précises quand même d'entrée de jeu que tout est fictif, en tout cas que le roman est fictif. C'est inspiré de cette septième édition de la course, cette course amateur de l'ultra-cyclisme en autonomie. On va reparler de ça tout à l'heure, mais pourquoi ce choix-là, justement, de romancer cette histoire alors que tu avais potentiellement de la matière brute très simple à utiliser? De quoi tu t'es inspiré? Pourquoi tu as voulu aller au-delà du fait divers et romancer finalement toute l'histoire de Vincent et de cette quête de liberté?
Bah, effectivement, je pense que si je l'avais faite, j'aurais peut-être fait un récit de voyage. Et justement, comme disait Marie, c'est un peu, je prends un peu à contre-pied le récit de voyage. Donc, en fait, la fiction, à partir, voilà, c'est documenté de courses voilà, de plusieurs cyclistes qui l'ont fait. J'ai donc un ami qui a réellement pris le départ de cette course. Donc voilà, j'avais beaucoup de matière, mais c'est vrai que j'avais besoin aussi d'être ce qui m'intéresse, c'est quand même les trajectoires des personnages. Et donc, en fait, c'est Maëlys de Kerangal qui dit cette chose super, qu'elle classe un peu ses romans en deux catégories. Il y a les romans plateforme, comme par exemple Cornish Kennedy, et il y a les romans flèches, comme Réparer les vivants ou Naissance d'un pont, où en fait, on est vraiment voilà, sur un trajet. Et en fait, ce qui m'intéressait, moi, c'est de prendre ce trajet. Et une fois que j'avais ce cadre très, très fermé finalement, parce qu'en fait, une fois qu'on a l'itinéraire, bon bah voilà, il faut le suivre, ça permet beaucoup de liberté en tant que romancière d'aller greffer des choses sur cette colonne vertébrale qui est l'itinéraire des cyclistes. Et donc, c'est vrai que voilà, ce cadre-là m'a offert vraiment m'a ouvert plein d'horizons pour le coup et ça m'a permis beaucoup de liberté. Donc en fait, voilà, c'est moins un livre sur cette course et sur les faits précis de la course que un prétexte après à aller travailler sur tout un tas de motifs, que ce soit effectivement l'amitié, que ce soit l'enfance ou des choses effectivement plus sociétales comme le capitalisme, par exemple. C'est exactement là où je voulais en venir, c'est que ce n'est qu'un subterfuge pour tous les non-amateurs de cyclisme comme moi. Et donc, pour être honnête, je vous l'ai dit, je déteste le cyclisme, je déteste le vélo. Ce roman avait tout pour me déplaire. Et au final, c'est une déflagration totale parce que ce n'est qu'un subterfuge. Parce que finalement, le champ lexical du cyclisme est peu utilisé. On est véritablement dans la tête de Vincent constamment et de Pauline, on en reparlera tout à l'heure, bien entendu. Mais avant cela, on va quand même parler un petit peu de la course parce que c'est le cheminement total. On part de Bulgarie pour aller à Brest, potentiellement. Certains ne finiront peut-être jamais cette course. Mais il y a des règles. Il y a des règles extrêmement fortes et celle qui m'a pas le plus surpris, mais en tout cas celle qui est la plus marquante, c'est celle de respecter la loi de chaque pays dans lequel on entre. Et forcément, ça m'a fait penser à cette affaire très récente de ce cycliste dont j'ai perdu le nom, mais que j'ai noté. Sofiane, ouais. J'ai Euh, perdu son nom de famille, mais oui, il s'appelle Sofiane, ouais. ouais, Sofiane, je ne l'ai plus. Bon, bref, je le retrouvais tout à l'heure, mais qui a été arrêté, qui est toujours en détention provisoire jusqu'en octobre en Russie. Ça a été reporté là, je crois qu'il y a quelques jours, et qui montre à quel point. Alors lui, il voulait détenir un record, voulait pulvériser un record entre différents pays. C'est aussi une course extrêmement dangereuse. Tu disais tout à l'heure qu'il y avait un itinéraire par lequel on ne pouvait pas transiger, même si c'est à moitié vrai, parce qu'on peut en réalité aller où on veut. Il y a une autonomie totalement libre sur ce parcours-là, et c'est ça qui est dangereux. Et pour le coup, cette course-là, elle est dangereuse, notamment pour l'esprit, pour se vider la tête et peut-être faire le point sur sa vie, mais c'est aussi une course dangereuse au point qu'on peut y perdre la vie et qu'on peut aussi être arrêté, et notamment en Bulgarie ou en Russie. C'est pas la même chose qu'en France notamment. Ouais, bah c'est sûr que donc moi en fait quand j'ai commencé à m'intéresser à cette course de la même façon que toi, donc c'était pas du tout ma passion. Mais par contre, c'est vrai que j'étais, je pense, très tendue vers le risque que courait mon ami, parce que donc c'est une course de 4000 kilomètres que les coureurs font entre 10 à 15 jours pour ceux qui arrivent à aller au bout. Effectivement, il y a beaucoup d'abandons tout au long de la course. C'est une course en autonomie, donc comme on l'a dit au début, il n'y a aucune équipe autour d'eux. Ils n'ont pas le droit d'avoir de l'aide. Et c'est une course où l'itinéraire enfin chaque cycliste a son propre itinéraire parce qu'il doit tracer son propre itinéraire, à part quelques checkpoints, quelques segments où ils doivent impérativement passer. Et donc, voilà, ils sont vraiment seuls, ils doivent se débrouiller. Et alors, en fait, ce qui est intéressant
sur l'affaire du cycliste là qui a été arrêté en Russie, c'est qu'en fait, moi, l'histoire se passe quand même en 2019. On est avant le Covid. Enfin, en fait, j'ai l'impression que c'est déjà un autre monde. Et c'est vrai que à l'époque, j'avais très peur de l'accident, voilà, des choses qui peuvent arriver sur la route. Mais par contre, j'avais pas peur politiquement. Et en fait, les frontières se sont quand même extrêmement tendues. Euh, c'était avant l'Ukraine. Donc, c'est dingue en fait de se dire que voilà, en 6 ans, ça va quand même très très vite et qu'aujourd'hui, effectivement, on peut plus partir à l'aventure comme en 2019, que déjà tout la géopolitique c'est quand même extrêmement complexifié entre ces moments-là, mais effectivement, chaque cycliste est garant de sa sécurité d'un point de vue politique aussi, et c'est quand même des passages de frontières successifs. Donc ça c'est quand même ça m'a aussi intéressé effectivement dans cette course qu'ils doivent traverser ce continent. Et c'est Sofiane Seili qui faisait Voilà. la traversée eurasienne, lui, de Lisbonne à Vladivostok. Donc peut-être encore plus loin, je pense, que la Ouais, il Belgique. faisait 12 000 kilomètres, je crois. Ouais, voilà. Euh, comment? Il faisait 12 000 kilomètres, voilà. Ouais. C'est un autre challenge encore. Alors de l'autre côté, on a deux personnages puisqu'il y a des chapitres en alternance, Vincent et Pauline, une amie d'enfance. On n'en dira pas forcément plus parce qu'il faut aussi il y a quand même beaucoup de mystères aussi dans ce livre-là. Petit à petit, quand on avance, on découvre là aussi des secrets, pas forcément des secrets, mais en tout cas, il y a beaucoup de non-dits dès le départ de l'action. Et Pauline, ce qui est très intéressant, c'est que j'ai l'impression que c'est un petit peu vous, finalement, c'est un petit peu toi, Nicole, puisque Pauline, elle va regarder le GPS, elle va être un petit peu curieuse et elle va regarder comment se déplace son ami Vincent à travers l'Europe. Quand elle voit qu'elle est accompagnée, elle s'inquiète un peu, forcément. Quand elle voit qu'il est seul en plein milieu d'un paysage totalement esselé, forcément, elle s'inquiète aussi beaucoup. Et en même temps, elle est assez détachée parce qu'ils se sont perdus de vue depuis longtemps. Ce jeu en alternance, qu'est-ce que ça permet de faire pour ce roman? Mm. Bah, c'est sûr que ça m'intéressait beaucoup d'avoir un contrepoint extérieur à la course. Parce qu'il y a aussi comment nous, on regarde ces espèces d'exploits incroyables, enfin voilà, que ce soit les gens qui suivent le Vendée Globe ou voilà, tout le monde est assez fasciné quand même par ce genre d'exploit. Donc c'était très intéressant d'un point de vue romanesque d'avoir un contrepoint. Et puis ça interroge aussi nos rapports contemporains. Je pense que c'est hyper important pour moi d'essayer de comprendre les liens entre les gens. Et en fait, c'est une sorte de stalkage comme on fait tous sur Facebook aussi. C'est-à-dire, ah, cet ami de lycée que j'avais pas revu depuis 100 ans, qu'est-ce qu'il devient? On regarde les enfants, etc. Et donc, en fait, là, c'est un moyen hyper original pour elle de reprendre contact avec cet ami qu'elle a perdu de vue depuis une dizaine d'années et de le suivre en temps réel, se déplacer de façon très abstraite sur une carte, mais malgré tout, elle est capable de sentir son pouls, enfin, d'imaginer son corps. Et en fait, cette relation numérique, finalement, m'a vraiment intéressé. Enfin, ça m'a intéressé de la déployer, d'autant que, ils se sont rencontrés adolescents sur Internet. Donc, en fait, ils ont toujours eu une relation à distance, distanciée. Et je trouve que voilà, j'ai voulu creuser cette relation qui est symptomatique aussi des relations qu'on peut avoir. Et je pense que avec Velil, vous êtes aussi bien, enfin, voilà, vous comprenez, enfin, voilà, ces relations très fortes que vous avez construites tous entre vous via les plateformes. C'est quand même, voilà, c'est réel. Et ça me semblait aussi parler de nos relations amicales contemporaines, d'avoir ce contrepoint. Et puis effectivement, ça permet une tension parce que des fois, Pauline voit des choses sur la carte et nous, on ne sait pas ce qui se passe dans la réalité. Donc il y a voilà, toujours ce jeu entre, euh, entre ce qu'elle imagine, ce qui se passe réellement. Et ça crée forcément du romanesque et de la tension. Clairement, et ça donne une plus-value encore plus forte au roman parce moi, j'avais encore jamais vu ça, alors que finalement, c'est quelque chose de plutôt commun, de quotidien. Personne ne l'avait utilisé dans un roman de manière littéraire, et je trouve que c'est très, très romanesque en réalité. On imagine très bien cette femme regarder des petits points verts ou des petits points rouges. Je trouve ça à la fois presque pathétique et en même temps fascinant. C'est ça qui est terrible,
ça qui est terrible. Et je trouve que enfin, tu le retransmets au lecteur de manière encore là poétique. Et là, c'est surprenant pour le coup parce que euh, faire, euh, faire d'un GPS une poésie, c'est quand même plutôt rare. Bah, Euh, c'est vrai qu'en fait, en discutant beaucoup aussi avec mes auteurs, il y a plein d'auteurs qui aussi placent leur intrigue dans un contexte historique pour pas avoir à s'inquiéter des moyens de communication. Euh, Parce que si on peut être tout le temps joignable, d'un point de vue romanesque, ça peut être compliqué, par exemple. Et donc c'est vrai que moi ça m'intéressait quand même étant donné que j'écris aussi pour essayer de comprendre le bain dans lequel on vit, ça m'intéressait aussi, c'est aussi voilà, de réussir à le circonscrire littérairement, de voir qu'est-ce que c'est qu'un écran en littérature, par exemple. Et je pense que voilà, il faut qu'on commence à s'atteler à ces choses, mais c'est pas très, oui, a priori c'est pas très littéraire. Et alors Vincent, justement, il est plutôt classique au départ de la route. C'est pas forcément un grand cycliste, hein, c'est un amateur, mais plus, parce qu'il a quand même dévalé des pistes régulièrement, 30 km au début, et puis après ça augmente avec un ami, avec Marc, qui travaille dans une grande distribution. Mais en même temps, Vincent, il abandonne sa famille, entre guillemets. Il y a une sorte de fuite, il y a une sorte de responsabilité familiale finalement qui pèse sur lui, clairement. Euh, En quoi ça permet justement de contrebalancer avec l'évasion? Parce qu'on est entre l'évasion et la fuite finalement. Je ne sais pas si véritablement on sait ce qu'il a voulu faire. Bah ça, c'était ma grande interrogation quand j'ai Eh commencé. oui, Vraiment, j'ai interrogé des cyclistes. Je leur disais, mais pourquoi vous faites ça? Enfin, vraiment, pourquoi ça vous n'a vous aucun sens. torturez? Parce qu'il y a beaucoup de souffrance et c'est quand même une épreuve physique extrêmement difficile. Et en fait, je pense que c'est comme revenir à une sorte de matérialité très grande. C'est-à-dire que effectivement, on est dans une époque tellement fluide où tout semble, où ça va vite, où ça semble nous échapper, qu'en fait, revenir au corps au matériel, vraiment, parce qu'en fait, rien n'existe à part pédaler, regarder le paysage, trouver à manger, dormir et gérer la douleur. En gros, il y a que ça, que ça à faire. Et du coup, je pense qu'en fait, c'est une sorte de reconnexion très forte avec des choses extrêmement élémentaires. Après la fuite, en fait, j'avais pas envie que ça soit forcément fuir son quotidien parce que les autres sont pesants ou etc. Enfin, je trouve que c'est une façon, enfin pour lui, c'est une façon aussi de prendre comme du recul sur son quotidien et de voir à quel point il l'aime aussi. Euh, et ça, je trouve que c'est important aussi des fois de décoller son nez de la copie pour pouvoir se dire que quand même on a construit des choses profondes et, euh, et importantes. Et donc, je pense que c'est voilà, c'est un peu aussi stopper la course du désir et puis se rendre compte de ce qu'on a, qui est super. Donc, je dirais que c'est plus du recul sur son quotidien plutôt qu'une fuite complète voilà, de sa vie quotidienne, qui est effectivement tout à fait classique. Il est menuisier, il a un enfant, mais qui est la sienne et qu'il a construit tout seul. Tu remercies d'ailleurs à la fin de l'ouvrage les cyclistes qui t'ont confié leur histoire. Qu'est-ce qu'ils t'ont dit finalement, ces cyclistes-là? Est-ce que c'est le condensé de ces témoignages qui se retrouvent dans Vincent? Est-ce que Vincent est entre guillemets, l'homme moderne cycliste? Euh, ou au contraire, est-ce que tu as eu des réactions totalement différentes, des émotions différentes, ou la manière de pédaler, de manière, pas la manière de pédaler, ça peu importe, mais la manière de se mouvoir justement sur cette piste-là, de s'évader. Est-ce que c'est une quête de liberté? Est-ce que pour les autres c'est un exutoire? Est-ce que pour les autres c'est une quête? Est-ce que tu as eu différents témoignages par rapport à cela? Ben, en réalité, personne ne me répond réellement Eh oui, eh ben oui. sur ça. Après, j'ai vraiment... En tout cas, il y a quelque chose de très existentiel chez chacun. Il y a une femme, par exemple, bah, c'est la compagne d'ailleurs de Sofiane qui m'a confié que... Enfin, je lui disais, mais comment tu fais pour gérer la douleur? Et puis elle m'a dit,
Ah bah c'est simple, je me dis que 500 mètres plus loin, ça ira mieux, et puis 500 mètres plus loin, ça ira mieux, et puis 500 mètres plus loin, ça ira mieux. Enfin, un espèce de truc d'une force mentale dingue, quoi. Et du coup, voilà, vraiment, quand je dis c'est un point d'interrogation, tout ça j'ai jamais trouvé de réponse unique. Après, la liberté et l'évasion, enfin, vraiment, c'est quand même revenu très fort. Et donc, mon ami qui a fait la transcontinentale et qui a relu avec soin beaucoup de versions de ce texte, euh, m'a quand même dit que je noircissais un peu les choses sur la course, que, qu'il y a quand même plus de plaisir que ça. Et c'est vrai que je me souviens très bien au tout début où il a commencé à pédaler. Il m'avait montré un jour une vidéo qu'il avait prise avec une petite GoPro posée sur son casque, où il dévalait vraiment un col. Et je me suis dit, enfin, et rien en regardant la vidéo, j'avais les larmes aux yeux en me disant qu'il volait en fait. Enfin, c'est vraiment un truc d'oiseau. Donc, ouais, ouais, il y a vraiment cet émerveillement aussi, le contact avec la nature. Enfin, voilà, il y a quand même beaucoup de choses qui vont trouver au-delà de la souffrance et de la fuite de notre monde. Alors, ce qui m'a aussi surpris, et je rebondis sur ce que dit Valérie, c'est l'alimentation. Euh, il mange tout et n'importe quoi, sans aucun regret finalement. On penserait comme ça pour une course cycliste de manger plutôt sainement, d'essayer de trouver peut-être des sucres lents. Non, il mange beaucoup de crocodiles, de Bombec. Et c'est quand même très drôle aussi parce ça devient très régressif en fait. Ça devient très régressif et on se dit, c'est une course amateur, il n'y a rien à gagner, il y a pas forcément d'enjeu particulier, on va pas regarder véritablement le temps à l'arrivée. D'ailleurs, il se fout littéralement de savoir qui est devant lui ou derrière lui, excepté parfois, on n'en dira pas plus, euh, mais il se fout de tout ça, il se fout de la course en réalité. Son but, c'est vraiment cette quête intérieure qui est extrêmement forte, mais il garde ses habitudes alimentaires sans aucun regret. Ça, j'ai trouvé ça très drôle aussi. Et au final, on l'imagine parfaitement acheter des bonbons comme ça et les manger sur son vélo. Il sait que ça va lui coûter peut-être un peu d'énergie, mais c'est pas grave. Mm. Bah, c'est vrai que c'est très intéressant. Bah, alors ça, c'est revenu chez tous les cyclistes. Ils mangent n'importe quoi. En fait, ils mangent ce qu'ils trouvent. Donc en fait, si c'est une... Et il faut qu'ils mangent surtout avant d'avoir faim. En fait, c'est un peu ça la clé pour durer sur la longue distance, c'est de ne pas attendre d'avoir faim pour manger, parce que sinon on se met déjà en difficulté. Donc en fait, dès qu'ils savent qu'ils doivent manger, ils mangent ce qu'ils trouvent. Donc si c'est une station-service, c'est une station-service. Si c'est un McDo, c'est un McDo. Si c'est des crocos, c'est des crocos. Enfin, et effectivement, ils ont besoin de réconfort, donc ils mangent vraiment n'importe quoi. Mais aussi, ça m'a intéressé et je pense que c'est quelque chose que j'avais pas prévu au début de l'écriture, c'est que cette course est aussi une sorte de retour à l'enfance, enfin à l'état d'enfance. C'est-à-dire c'est-à-dire ne pas se soucier de comment on est habillé, de si on pue, de si on est sale, il y a vraiment cette espèce de retour à l'enfance. Et du coup, le crocodile, c'est un peu la première chose qui m'est... Ça, pour le coup, c'est vraiment mon ami qui l'a fait, qui se gavait de crocodile sur son vélo. Mais ça m'a mis sur la piste, en tout cas, de ce retour à l'état d'enfance que j'ai après creusé dans le texte. Et en fait, ouais, c'est comme une parenthèse. C'est très rare, en fait, d'avoir ces moments où il n'y a aucune pression sociale, ni sur comment on est habillé, ni sur ce qu'on mange, ni sur comment on se tient, ni sur où on dort. Et alors, je sais pas si l'enfance, c'est l'état du sauvage, mais en tout cas, enfin, voilà, il y a ce retour-là, effectivement, qui passe par cette régression alimentaire qui, euh, où ils ont tous leur obsession et leur plaisir. Euh, voilà. Il faut bien trouver un peu de plaisir dans toute cette douleur. C'est évident, surtout en Bulgarie. Euh, Surtout. Est-ce que tu nous ferais le plaisir de nous lire un premier extrait, Lola? Oui, alors pour le premier extrait, je me suis dit que j'allais lire le début, Très bien. tout simplement. Donc, c'est vraiment le tout début du premier chapitre. Ça commence par le bruit des moteurs, des klaxons qui déferlent, les hurlements des mouettes par la fenêtre ouverte et une vision,
celle du faux plafond gorgé d'humidité, le soleil qui incendie les murs rendus ainsi fluo, les portes que l'on claque de l'autre côté de la cloison. Il y a le premier réveil qui suit un long voyage, ce bref moment où il doute de l'endroit où il se trouve, puis la conscience qui progressivement revient. Il est 6 heures du matin. Vincent est arrivé la veille. De ce pays, il ne connaît rien. Il ne peut citer aucun auteur, chanteur ou film bulgare. Peut-être un homme politique, le président. C'est à cela qu'il pense lorsqu'il cherche le sommeil. Il faut profiter de la dernière nuit. Tout le monde le lui a répété. La chambre de l'hôtel Fontinoff est modeste. Pourtant, il sait que la perspective d'un semblable confort ne se représentera pas de sitôt. Il doit apprécier le traversin mou, le drap gras, faire abstraction du conduit de climatisation qui souffle au-dessus de lui, de l'odeur de moisi émanant de la moquette émeraude. Mais lorsqu'il ferme les yeux et tente de chasser les questions, le dessin de l'itinéraire se forme encore et encore à la surface de ses pensées, comme une pellicule d'huile qui jamais n'est diluée. Il y a dans sa poitrine un mélange de peur, de bonheur, d'excitation. Le vertige le prend. Un sentiment presque érotique car un désir qui ressemble à un rêve est sur le point de s'accomplir. Et alors qu'il est dans cette chambre, dans cette ville portuaire de Bourgas, alors même qu'il ne peut citer aucun acteur, titre de livre, aucun standard de la chanson bulgare, et d'ailleurs, qu'est-ce que cela peut bien vouloir dire de l'Europe, de son appartenance à ce continent, cette poignée de pays étrangement liés, il trouve ça fou d'être là. Quelques mois plus tôt, Vincent avait postulé, certain de ne pas être sélectionné, jusqu'à ce mail qui l'avertissait qu'il en serait. Il a le sentiment d'usurper la chance d'un autre. Il s'entrevoit de haut, comme s'il n'était pas tout à fait lui, dissocié. Puis l'itinéraire s'estompe. La lumière rougeoyante de l'enseigne Fontinoff clignote encore derrière ses paupières closes, jusqu'à ce que l'obscurité se fasse. Merci Lola. Vous voyez toute la poésie derrière l'écriture de Lola Nicole. On n'a pas dit tout à l'heure qu'il y avait des checkpoints. Il me semble pas qu'on l'ait dit. Il y a des checkpoints, il y en a 6, à travers lesquels les coureurs tamponnent tout simplement leur passage. S'ils ne tamponnent pas, ils ne seront pas classés dans la course. Et ça, c'est important de le dire puisque les checkpoints vont être dans différents pays. Et ça permet quand même, mine de rien, d'avoir un but ou en tout cas une orientation. C'est en totale autonomie en dehors des checkpoints, mais il y a quand même ces 6 obligations. Voilà. Anne, c'est à toi. Bonsoir. Alors moi, je voulais vous dire, j'ai beaucoup aimé votre livre. Pourtant, je n'aime pas non plus le vélo. J'ai d'ailleurs regardé un nombre assez incroyable de vidéos après l'avoir lu sur la course. C'est génial. En fait, vous avez raison. On voit qu'ils achètent partout dans les stations-service n'importe quoi à bouffer enfin, tout ça est assez fascinant. Et notamment, j'ai vu des vidéos où on voit les points, tous les petits points là sur la carte. On se rend compte aussi qu'il peut y avoir des centaines de kilomètres entre les candidats. Donc, c'est vraiment dingue. Et puis aussi, j'ai trouvé très intéressant que vous choisissiez cette édition qui a été gagnée par une femme. Et il y a aussi beaucoup de femmes qui courent. J'ai vu une vidéo sur un Trop, couple Anne, n'en qui dis pas court. trop. C'était le point culminant. Ah ben non, mais de toute façon, ah oui, c'est vrai, j'en dis peut-être un peu trop. En tout cas, ce que je voulais vous poser comme question, parce que votre écriture, en effet, je pense que c'est au final ce qui m'a le plus plu, et aussi une espèce une force dans votre écriture qui évidemment est crescendo, et quand même vous jouez avec nos nerfs. Parce que franchement, alors je ne veux pas trop en dire parce que s'il y en a ici qui ne l'ont pas lu, mais au bout d'un moment, on se moque que ce soit du vélo, je pense que ça pourrait être de la marche, ça pourrait être en mer, ça pourrait être de l'escalade, ça pourrait être n'importe quoi, mais vous jouez avec nos nerfs. Est-ce que c'est euh, c'est voulu ou est-ce que finalement c'est parce que de toute façon oui c'est très très dur et que voilà, ou est-ce que finalement il n'y avait pas quand même l'envie d'en faire un peu pas un roman noir ni un thriller mais quelque chose quand même qui nous fout les jetons quoi, voilà. Oui, bah c'est en fait moi j'avais vraiment peur quand je regardais la course et du coup j'ai vraiment voulu réussir à écrire ça et c'est très enfin j'ai ça m'a demandé beaucoup de travail parce que j'ai vraiment beaucoup de mal à maltraiter des personnages. Vraiment c'est très très dur pour moi. J'ai toujours envie de les sauver comme ça tout le temps. Et donc ça m'a demandé beaucoup de travail.
Effectivement, je pense à une scène en particulier, mais vous savez à laquelle je fais référence, où en fait j'ai fait vraiment beaucoup de passages parce que chaque fois j'étais là, bah non, on n'a pas assez peur pour lui, il faut, il faut que ça monte. Donc oui, oui, c'est sûr que ce suspense-là, en tout cas, ça fait partie de l'adrénaline qu'on a quand on regarde la course et j'avais vraiment envie de de mettre le lecteur dans cette position-là. Et après, je reviens juste sur le tout début de votre intervention sur la question des femmes. Donc effectivement, ce qui m'a surprise dans cette course, c'est que c'est une course mixte. Donc je me suis dit, mais c'est fou, pourquoi le Tour de France n'est toujours pas mixte? Bon, a priori, il y a quand même sur l'intensité du Tour de France et le fait que ça soit quand même des étapes assez courtes par rapport à ce qu'ils font dans la transcontinentale, il y a des aptitudes quand même qui sont défavorables pour les femmes. Mais sur la longue distance, en fait, c'est tellement mental que les femmes sont super fortes parce qu'elles ont un mental de fou. Et donc voilà. Et en fait, on m'a demandé aussi pourquoi j'avais pas choisi un personnage féminin justement pour mener cette course. Et en fait, j'avais bien envie justement de me dire que les femmes allaient très bien s'en sortir dans cette course. Donc j'avais pas envie forcément de m'y intéresser et que ce soit vraiment en arrière-plan et qu'elles soient juste hyper fortes. Ce qui était vraiment le cas dans cette course. Il y avait vraiment des femmes très très fortes. Donc en fait, je l'évoque, mais par contre, j'avais pas envie que ça soit le sujet, que finalement, on arrête un peu de regarder ce que font les femmes et qu'on aille voir ce que font les hommes. Et donc, ça m'a vraiment intéressée d'un point de vue voilà, des masculinités, d'aller essayer de comprendre comment un homme pouvait fonctionner dans cette aventure et travailler justement sur la question de l'orgueil, sur la place qu'on a par rapport aux autres, sur comment on se compare, sur quelle place on occupe, que ce soit dans sa vie ou dans la course. Enfin, voilà, donc en fait, j'ai volontairement considéré qu'il était temps de laisser les femmes gagner et puis qu'on aille un peu ausculter au scalpel ce que les hommes faisaient dans ces courses qui peuvent aussi paraître, et pour certains coureurs, il y a vraiment une question très masculiniste quand même voilà, c'est des mecs, quoi. Donc voilà, j'avais envie d'explorer un peu différemment ces hommes-là. Et d'ailleurs, beaucoup de ces cyclistes-là, lors de la course, pédalent pendant des heures entières. C'est-à-dire qu'il y a très peu d'arrêts, en fait. C'est ça qui est très intéressant aussi, c'est que tout à l'heure, Anne a dit quelque chose de très juste, c'est qu'il y avait beaucoup d'écart entre les participants. Et c'est ça, dans nos têtes, le Tour de France, ou en tout cas n'importe quelle course de cyclisme, on voit des concurrents quand même extrêmement proches les uns des autres. Il y a des autres, il y a des échappés, il y a un peloton, certes, mais quand même, là, il y a vraiment des écarts monumentaux et on peut être d'un pays à l'autre totalement échappé. Donc c'est ça qui est aussi très intéressant. Moi, j'ai beaucoup aimé ce hold-up de fin et on peut pas l'appeler hold-up en réalité, mais voilà, vous comprenez pour ceux qui l'ont lu. Euh, Ce qui est intéressant aussi, c'est que la femme qui organise cette transcontinentale a perdu son mari dans cette course-là. Et ça, c'est aussi un symbole extrêmement fort parce qu'elle continue à faire perdurer cette course-là alors qu'elle aurait très bien pu s'arrêter. Et je trouve que là aussi, il y a tellement de symboles, je ne trahis rien de l'intrigue, hein, c'est au tout début de l'histoire, on le sait très rapidement, mais je trouve que t'es vraiment très forte en réalité pour faire surgir de l'émotion là où on n'en voit pas forcément. Et à chaque fois, on se laisse prendre, on se laisse embarquer dans ta roue, voilà, pour utiliser le champ lexical cycliste, euh, mais je trouve que l'émotion surgit quasiment à chaque page sans qu'on la voie venir parce que tu arrives à enrober, à à détourer, je dirais même, voilà, c'est peut-être le mot, c'est détourer les mots pour leur donner un sens différent, pour leur donner une émotion, une couleur différente. Et je trouve que ce texte-là, sur du cyclisme, faire ça, moi, je m'incline totalement. Voilà, c'est tout. Ah, merci beaucoup. Bravo. Mais cela dit, c'est sûr que ça contribue vraiment au mythe de la course, cette disparition donc, de Mike Hall, qui est le fondateur de la course, qui est mort lui sur une autre course d'ultra-distance en Australie. Et du coup, il y a une sorte de... C'est... Et cette femme, elle est c'est la Vierge, quoi. Enfin, un espèce de truc autour d'elle oui, très fascinant dans sa figure, de continuer à organiser ça. Et puis c'est comme un avertissement aussi pour les cyclistes de dire, bah voilà, si le plus fort d'entre eux, le plus visionnaire, Il y a un le plus communiqué d'ailleurs chaque jour sur l'état des troupes, entre guillemets aussi. complètement. Les Ouais, abandons. ouais.
Ouais, complètement. Bah alors ça, oui, ça a fait mon miel aussi parce que donc la course communique effectivement chaque jour sur les abandons avec moult détails abominables. Donc mon ami a beau me dire que c'est pas si dur, effectivement, il y a quand même des précisions sur les blessures, sur qui sont vraiment très compliquées. Donc effectivement, il y a cette espèce de compte à rebours aussi avec les personnes qui sont éliminées à chaque fois. Donc voilà, c'est vraiment une course avec des facettes très étonnantes et puis mythiques, notamment à cause de cette disparition. Sandra, c'est à toi. Bonsoir tout le monde, bonsoir Lola. Alors moi j'aime le vélo, mais ma question va pas concerner le vélo forcément directement en tout cas. J'ai commencé votre roman et j'avais lu en 2019 après la fête. Et en vous écoutant et en lisant aussi, je me rends compte, enfin, je sais pas, peut-être que je me trompe, hein, mais je trouve qu'il y a un point commun sur justement la distance entre les personnages. Et il me semble qu'après la fête, hein, les deux personnages se séparent progressivement après s'être aimés. Alors, on était dans un sujet, je dirais, un peu plus classique, si je puis dire. Mais en fait, Anna, elle est à distance par rapport à Mike Hall. Pauline est à distance. Vincent, il s'enfuit. Voilà, en fait. Et est-ce que c'est ça ce que vous êtes allé chercher finalement à nouveau dans ce roman-là? Alors, à nouveau, oui et non, puisque vous l'avez commencé avant, après la fête. Donc, c'est peut-être pas correct comme je le dis. Mais est-ce que c'est vraiment quelque chose qui vous intéresse particulièrement? Parce que justement, sans doute que les sensations sont exacerbées à ce moment-là, le fait d'être à distance de l'autre, quel qu'il soit. Est-ce que c'est vraiment une thématique qui vous intéresse dans les sentiments, les émotions? Alors c'est complètement inconscient, mais tout à fait vrai. C'est-à-dire que, en fait, donc moi j'ai commencé par la poésie et je pense que la question de la poésie langage, c'est-à-dire du jeu au tu, était vraiment ce qui a composé la poésie au début. Donc vraiment, le fait de ce que j'appelle un poème relation, c'était vraiment ça mon truc quand j'écrivais enfin, j'écris encore de la poésie, mais en tout cas dans cette démarche-là, cette idée que c'est ce qui nous relie. C'est un endroit aussi où on peut dire les choses, où on peut les comprendre, les sculpter, etc. Donc ce poème relation, je pense, a complètement guidé l'écriture des romans. Et je pense que voilà, ma grande question, c'est comment on se trouve, comment on se retrouve, comment on arrive à, à faire à faire des choses en commun. Et donc, c'était pas du tout prévu, mais effectivement, il y a quand même toujours des gens qui se perdent, qui se cherchent, qui se retrouvent. Et cette question des trajectoires, en fait, c'est quand on regarde aussi les trajectoires des cyclistes sur la carte, c'est vraiment ça aussi. Ils se retrouvent, ils se perdent, etc. Il y a vraiment cette chose-là. Donc, c'est peut-être ça qui m'a attirée vers ce sujet, effectivement, plus original qu'une séparation. Mais c'est vrai que c'est central dans mon travail et je pense que effectivement écrire, trouver des images, essayer d'aller chercher l'émotion permet de saisir ces trajectoires et ces relations et ces choses qu'on n'arrive pas forcément à vivre ensemble ou à, ou à faire coexister dans nos vies. Voilà, l'endroit de la littérature est pour moi le lieu où je peux les réunir, les réunir voilà, dans un espace. Mais oui, cette question de relation est absolument centrale pour moi. Est-ce que finalement, le cyclisme, tout à l'heure, je parlais de subterfuge, mais en fait, ce roman-là, c'est une immense métaphore vers le chemin, vers la quête, en tout cas, vers une quête de là où on souhaite aller, de là où on aimerait aller, peut-être. Et je vais citer un passage qui m'a fait penser à cela. Il étudiait les cartes, survolait virtuellement les paysages, calculait les dénivelés, réfugié dans la petite cabane bureau en bois aggloméré qu'il a érigée au fond du garage pour être tranquille. C'était comme évoluer dans les livres dont vous êtes le héros, allant d'un choix à l'autre, butant sur tout, doutant parfois. Passer le col ou contourner la montagne. Prendre la nationale possiblement dangereuse ou ce chemin sinueux mais certainement plus calme. Tout cela, en fait, est une affaire de choix, que ce soit pour le cycliste ou que ce soit pour des êtres humains lambda.
tout est question de choix, tout est question de chemin à parcourir, de chemin qu'on prend ou qu'on ne prend pas, qu'on décide de prendre ou de ne pas prendre. Mais pour le coup, je trouve que ce passage-là révèle vraiment aussi l'immense métaphore que tu fais dans ce roman-là. Je ne sais pas si c'est conscient ou pas, en tout cas, moi, je l'ai pris comme tel et j'ai trouvé ça très beau. Voilà. Ouais, bah ça c'est vraiment conscient et en fait bah, c'est ça qui est super avec ce sujet, c'est que ça m'a permis vraiment d'explorer tout un tas de choses et en fait chaque personnage est quand même devant à un moment de sa vie où il va devoir choisir. Chacun est un peu au bout de son système quelque part. Euh, et ce qui m'a intéressé, c'est d'extrapoler ça sur nos choix de société. C'est-à-dire que, en fait, l'individu, c'est une chose, mais il est pris dans tout un tas d'autres récits, que ce soit des récits historiques, économiques, politiques. Et donc, je suis pas du tout dans un discours en disant prends ton destin en main, choisis tout seul, etc. Voilà, je trouve que le développement personnel est quelque chose qui fait porter beaucoup de poids et de responsabilité sur les épaules de l'individu, alors qu'on sait très bien qu'on est aussi, conditionné par nos cadres de vie, par notre société, par là d'où on vient, par nos ressources économiques, etc. Donc j'avais vraiment envie d'explorer le choix, à la fois à l'échelle de l'individu, mais aussi bien rappeler que ces choix, on les fait de façon aussi très conditionnée et qu'il y a des choix aussi à faire d'un point de vue sociétal, peut-être différents pour l'avenir, mais en tout cas, oui, ce livre est une strate de, de choix. J'aurais dû faire des allers-retours de livres dont vous êtes le héros. Marie aurait été ravie. Ça aurait pu. Il y a Jason Shingal aussi qui fait ça en BD, je crois, chez Cambourakis. Très intéressant aussi. Bref, je m'égare. Valérie, c'est à toi. Alors, bonsoir. J'ai adoré votre livre alors que j'aime pas du tout le vélo, donc comme Anthony. Donc c'est vraiment un exploit. J'ai trouvé ça vraiment hyper prenant. Et ce que j'ai beaucoup aimé, pour rebondir parce que tu disais Anthony tout à l'heure sur l'émotion suscitée par l'écriture, c'est la manière de décrire de façon très imagée des situations du quotidien qui peuvent paraître banales en fait. J'ai beaucoup aimé le concept de la biographie trouée. Euh, Lorsqu'il dit voilà, qu'il aime l'idée d'une biographie trouée, ces journées où personne à part lui ne peut savoir ce qu'il vit, ce qu'il fait. En fait, ça paraît tout bête, hein, ces journées qu'on prend pour soi, où on est totalement isolé, tout seul. Et j'ai trouvé ça vraiment voilà, une manière voilà, très originale de l'écrire. Et aussi, quand il abandonne ses études, comment dire, la réaction de ton père, dans Vincent cède le cercueil des projections paternelles. Là encore, c'est une situation. Voilà, que plein de personnes ont pu connaître. Et je trouve que ça apporte vraiment une autre dimension au quotidien. Et on est à la fois pris dans le mouvement de la course, et puis par moments, il y a ces temps suspendus où on prend du recul en fait, sur notre vie, en fait. Bah, merci beaucoup. Ouais, bah, c'est sûr que enfin, aller chercher l'image, ça permet oui, d'avoir quelque chose de très sensuel avec l'écriture et avec ce que ça dit. Et sur voilà, sur cette question du quotidien, c'est vrai que de la même façon, Marc, à un moment dans le livre, réussit à s'en extraire. Et en fait, je pense qu'il faut reprendre, enfin, il faut voler en fait des choses à notre quotidien. Et c'est marrant, j'en parlais avec mon conjoint qui l'autre jour est rentré le soir et m'a dit t'as passé une bonne journée, j'ai raconté ma journée. Puis en fait, lui, il avait posé une journée, il était allé au cinéma toute la journée. Genre, il avait regardé 3 films au cinéma. Il me l'avait pas dit et il m'a dit ah, c'est génial parce que en fait, j'ai adoré ne pas te le dire et je suis trop contente de te le dire ce soir. Mais en fait, ouais, il faut voler des choses. Euh, il faut voler des choses au quotidien parce que c'est quand même déjà plus amusant comme ça. Et puis voilà, si on peut, c'est quand même super de le faire. Donc oui, oui, ça permet de le saisir en tout cas. Parfait. J'ai Et bien aimé aussi le parallèle entre le mouvement et la pensée, où vous dites on dit la sédentarité comme arrêt progressif de la pensée.
Et tout à l'heure, on parlait de fuite, mais finalement, il y a aussi ça, en fait, hein, qui fait qu'on a l'impression qu'il a une dynamo dans la tête et qu'il a besoin de bouger pour pouvoir aussi avancer dans sa vie. Mais c'est vrai que, alors pour le coup, ça c'est plutôt une expérience personnelle parce que je me suis quand même mise au vélo pour écrire ce livre, je vous le cache pas. J'ai pas du tout fait de course, mais j'ai commencé à faire des voyages un peu, voilà. J'ai fait mon premier 100 km et en fait, c'était juste, enfin, mais d'ailleurs j'ai utilisé cette anecdote dans le livre, c'était juste avant les élections européennes. Et en fait, j'avais un rapport au paysage et aux gens qui était totalement différent. En plus, j'habite à Paris, on est chacun dans des bulles voilà, très opaques quand même, et les réseaux sociaux ne nous aident pas avec ça. Et vraiment, j'ai entendu des choses dans les cafés et je suis revenue, je pouvais prédire les résultats de l'élection. Enfin, c'était vraiment fou, en fait, le rapport qu'on a en voyageant lentement et en faisant cet effort-là. Ça nous offre quand même un rapport aux autres et au paysage qui est complètement changé et différent. Donc voilà, ce mouvement-là et c'est aussi sortir, je trouve, de nos bulles et de nos préjugés, parce qu'on en a tous et c'est normal. Mais effectivement, ça permet d'ouvrir un peu les fenêtres. Et puis, ce qui est aussi très intéressant, c'est qu'on n'est pas uniquement dans dans cette quête intérieure et dans le cyclisme, on est aussi sur, tout à l'heure, vous en parliez un petit peu en filigrane, mais sur notre société, sur l'abus des politiques, sur le fait que Vincent, en réalité, a manifesté, a voté. Il y a un long passage par rapport à cela, que chacun doit faire sa part, que chacun a sa propre responsabilité en tant que citoyen. Il est désabusé, totalement désabusé par les politiques, et j'ai l'impression qu'on est quand même très nombreux à l'être. Étrangement, ça ne change pas grand-chose. On est aujourd'hui en journée de manifestation, mais là aussi, il y a comment dire, il y a beaucoup de choses dans ce livre c'est un livre-monde. Je trouve que c'est vraiment un livre-monde, alors qu'en réalité, on s'attendait pas forcément à ça. Tu as bien caché ton jeu, je trouve, que ce soit en quatrième de couverture ou ailleurs, parce qu'on s'attend pas à ça quand on ouvre ce livre-là. Et c'est une fois de plus très bien vu, c'est très subtil. On parle aussi des vestiges du communisme. Il y a beaucoup de vestiges du communisme qui sont détaillés également. On apprend beaucoup de choses sur la Bulgarie, dont on était finalement un petit peu étranger, hein. Moi, hormis Kostadinov et ce but ravageur en 92, je ne connaissais que peu de choses à la Bulgarie. Pour le coup, il y a aussi toute cette histoire. Il y a aussi tout ce décorum que tu utilises pour forger un personnage, pour forger une histoire. Tu ne t'es pas uniquement arrêté à la course et je trouve que ça gagne encore plus en profondeur grâce à ces détails qui n'en sont pas. Oui, ouais, bah, c'est sûr que je trouve aussi que Vincent, finalement, dans cette résignation politique, se dit que la seule chose à faire, c'est voilà, de faire sa propre aventure, quoi. Ce qui est un problème dans le sens où on arrive à un moment où il faut recréer du commun, il faut réussir voilà, se fédérer, mais c'est sûr qu'on est dans une période où tout semble glisser entre nos mains. On manifeste, c'est la même chose, on vote, c'est la même chose. Donc comment reprendre du pouvoir en fait, comment reprendre en main notre destin collectif. Ça c'est et c'est sûr que enfin, quand je disais que chaque personne âgée au bout du système, être dans ces ruines communistes, c'est aussi dire qu'un système peut tomber. Euh, En tout cas, un système peut tomber et je pense que on est tous conscients, même si c'est impossible d'agir à notre échelle, que notre système, en ne respectant pas les limites planétaires, est quand même en train de s'auto-détruire, quoi. Donc oui, ça m'a intéressé d'avoir cette sorte de nostalgie des systèmes passés, des utopies auxquelles on croit, des idéologies auxquelles on s'est accroché, et comment en fait, et c'est très très dur en fait de se détacher d'une idéologie. En fait, enfin, c'est le travail que fait Alexievitch dans La fin de l'homme rouge. C'est comment en fait on est totalement façonné par ce système économique dans lequel on est. On en fait tous partie, on y contribue tous. Et en fait, c'est très très dur de changer de système, que ça soit d'un point de vue intime, personnel. Je sais pas quand on fait
une grosse thérapie où voilà, c'est très douloureux de sortir de ces schémas et à l'échelle de la société, c'est un peu pareil. Donc en fait, l'idée, c'est pas du tout de donner des leçons ou d'être dogmatique sur des choses, mais par contre, voilà, de montrer une sorte de, de, de choses qui pourraient s'unir, de nostalgie de quelque chose aussi. Et puis de comment on essaye d'inventer autre chose. Et ça, je trouve ça super joyeux, en fait, d'essayer de se dire, et à l'endroit de la littérature, on invente des choses, comment on change notre rapport au monde. Et cette traversée, c'est aussi pour Vincent l'occasion voilà, de changer un peu son regard. Et pour ça, je me suis beaucoup appuyée sur les travaux d'un philosophe qui s'appelle Armut Rosa, qui est un philosophe allemand, qui a beaucoup travaillé sur la question de l'accélération de nos vies contemporaines et qui a théorisé une sorte de riposte à à cette machine à laver qui est le concept de résonance, c'est-à-dire alors c'est un peu abstrait à décrire, mais comment on se rend disponible au monde qui nous entoure. Et il y a une scène notamment que voilà, j'ai pas envie d'en dire trop, mais où il va faire la rencontre de d'aigles magnifiques dans la montagne. Et en fait, à ce moment-là, il se passe quelque chose avec ces animaux. Donc en fait, comment on arrive à recréer du lien avec les humains, avec les animaux, avec la nature. Et en fait, je pense que ça ne peut passer que par là. Le changement de notre rapport au monde, c'est-à-dire par le sensible, par l'émotion, parce que ça nous provoque, et de changer un peu son regard, de se dire, ah bah quand, je sais pas, quand je vois un aigle, je me dis que c'est moi qui suis sur son territoire et pas l'inverse. Ou, enfin, voilà, en tout cas, essayer de se remettre à sa place d'humain, et je pense que dans cette traversée, la nature le remet assez régulièrement à sa place d'humain vulnérable. On a beaucoup à apprendre des populations autochtones, notamment au Québec, qui eux l'ont Complètement. fait déjà depuis longtemps. Évidemment. Hartmut Rosa, que je lis en épigraphe, qui est en épigraphe aussi du roman, pour comme ça vous avez aussi un extrait. Il n'est pas trop tard pour commencer aujourd'hui à œuvrer à la qualité de notre relation au monde, à la fois individuellement et ensemble, politiquement. Un monde où il ne s'agit plus avant tout de disposer d'autrui, mais de l'entendre et de lui répondre. Voilà pour préciser les propos de Lola. Ça me Euh, fait rebondir sur ce qui a été dit tout à l'heure sur pourquoi les gens ne se parlent jamais dans mes livres. Mais en fait, je pense que c'est vraiment cette quête aussi de comment on apprend à se reparler, comment on apprend à retisser minutieusement ces liens-là. Et en fait, je pense que on a beaucoup à gagner à, à la qualité de nos liens, que ce soit humains ou avec le vivant de façon plus générale. Et en reparlant des vestiges du communisme, c'est la fameuse soucoupe Bouzloudja que j'ai découvert là, que je suis allé voir un petit peu sur Incroyable, non? Google. Incroyable. Incroyable vestige qui a tenu tout ce temps, qui a pas forcément eu d'hégémonie particulière en matière d'urbanisme, mais alors c'est un endroit improbable en effet pour poser cette soucoupe, clairement. Bah, ça, c'est vrai que la question du sacré m'intéresse beaucoup aussi, c'est-à-dire qu'on est quand même aussi dans une époque où voilà, la religion a quand même reculé, où les grandes idéologies ont du plomb dans l'aile, et du coup, je pense qu'on est quand même des êtres qui avons besoin de sacré et de croire en des choses plus grandes que nous, en tout cas voilà, qui nous fédèrent, qui nous fascinent, et du coup, ouais, c'est fascinant de se dire, bah, ces gens-là ont quand même construit une sorte d'immense soucoupe volante en haut d'une montagne, avec des milliers de sculpteurs, de céramistes, au nom d'une idéologie. Alors, aussi nocive a-t-elle été, mais ouais, par quoi on remplace ces grandes idéologies du 20e, 21e siècle qui n'ont pas fonctionné? Et on apprend même l'origine des bouteilles plastiques. Ah oui, tout à fait. Il y C'est a une vraiment, il y a beaucoup d'anecdotes en fait dans ce livre-là. Ouais, j'aime bien quand même, mais aussi en tant Alors, qu'éditrice, qu'on apprenne des choses dans les livres. Et c'est vrai que enfin, je trouve que réinventer son rapport au monde, pour le faire, il faut aussi comprendre dans quel monde on vit. Et en fait, il y a des choses tellement quotidiennes enfin, on parlait du quotidien tout à l'heure, mais qui nous paraissent totalement normales, alors qu'en fait, effectivement, privatiser de l'eau, c'est fou en fait. Enfin, quand on y pense, c'est quand même le bien commun, ce qui nous compose à 90%, ce qui nous permet de survivre. Et on a quand même réussi à la privatiser
à la polluer entièrement et à enrichir des gens qui n'ont rien produit pour obtenir cette eau, à part privatiser un espace. Donc effectivement, je trouve que c'est toujours intéressant de remettre en perspective historiquement ce qui s'est passé et de se dire est-ce qu'on a encore envie de ça? Mais pour ça, il faut se poser la question. Et en fait, quand on est dans le quotidien et qu'on a toujours vu des bouteilles d'eau, on se dit pas ah bah oui, c'est comme si quelqu'un vendait de l'air. Enfin, c'est la même chose. Ça va sûrement arriver à un moment donné. Oui, j'en doute pas. On n'est pas, on a plein d'imagination en tant qu'être humain. Il y a un autre fil rouge dont on n'a pas parlé, c'est finalement la mémoire de cet ami décédé accidentellement, qui est une sorte de tragédie qui traverse aussi le roman, comme ça, par bribes, mais on sent la douleur finalement, on sent une douleur, il y a une dichotomie en fait, pas une dichotomie, mais en tout cas un parallèle plutôt entre cette douleur physique, cette douleur pardon, morale de la perte, et de l'autre côté la douleur physique de l'effort. Il y a vraiment ce parallèle-là qui, je trouve, deviennent des personnages quasiment à part entière. Pour moi, la douleur est un personnage à part entière de ce livre. La douleur, certes physique, mais la douleur aussi de la perte d'être cher. Est-ce que tu l'as aussi vu ainsi? Est-ce que on est dans ce mood-là? Oui, oui, pour rebondir sur ce que disait Sandra sur justement cette question des liens qui ne sont plus ou des liens à restaurer, il y a vraiment cette idée de qu'est-ce qu'on fait de nos morts aussi, et qu'est-ce qu'on fait de ces gens qui ne sont plus là, mais qui sont... Enfin, la question du fantôme m'intéresse, pas en tant que chose mystique, mais en tant que... ce sont des choses qui nous habitent, qui nous constituent entièrement, et en fait... j'aime beaucoup ce que dit Vinciane Després sur cette question qui dit bah, en fait, c'est faire son travail de deuil, ça n'a pas vraiment de sens. En fait, il faut vivre avec nos morts, il faut qu'ils nous accompagnent tout le temps. Ils ont beaucoup de choses à nous apprendre. Donc, c'est sûr que. Et tout, enfin, voilà, cette douleur-là, finalement, euh, peut aussi nous accompagner toujours. Enfin, et c'est pas grave. En fait, j'avais aussi envie de dire ça, c'est que, alors cette disparition d'amis, c'est ce qui a éloigné ces deux personnages que sont Pauline et Vincent, mais ils vivent chacun avec cet ami disparu comme un plaid sur leurs épaules enfin, voilà, c'est un livre de consolation aussi, je pense. Et donc effectivement, j'ai eu envie que voilà, parler d'amitié à plein d'endroits et aussi des amis qui ne sont plus. Je pense qu'ils nous accompagnent quand même tout le temps dans notre quotidien. Est-ce que d'ailleurs tu as vu aussi cette course d'ultracyclisme, ou en tout cas l'environnement d'ultracyclisme, comme un petit peu sectaire? Et est-ce que c'est une sorte de métaphore justement de la folie de notre époque? Est-ce que c'est ce paradigme-là qu'il faut utiliser? Et ma deuxième question, c'est sur la nature, justement. La nature, elle apparaît quand même plutôt menaçante que bienfaitrice, que ce soit la canicule, les orages, les aigles, justement, dont tu parlais tout à l'heure. Est-ce que tu cherches à rappeler finalement que l'homme n'est rien face aux éléments? Alors en fait, j'avais envie de dire ça, effectivement, mais j'avais aussi, enfin, on est quand même pleinement responsable du fait qu'elle soit de plus en plus menaçante. Donc en fait, j'avais pas envie d'une sorte de retour aux sources, à l'harmonie, etc. On n'est plus là-dedans. Enfin, c'est un peu comme après la colonisation, sont très endommagées, quoi. Donc, j'avais pas envie de quelque chose d'un peu naïf sur cette nature qui serait une sorte de retour aux sources et on se tape dans la main comme si de rien n'était, quoi. Donc j'avais envie que cette nature, elle soit effectivement, à un moment, je dis, elle se venge sur lui. Enfin, voilà, que elle soit un peu personnifiée et qu'elle se venge. Mais il y a des justement, il y a des points d'harmonie et c'est comme des fenêtres à prendre, quoi. C'est-à-dire, bon, pour moi, les aigles, c'est un moment assez harmonieux où justement, il peut se passer quelque chose, où il y a un moment, justement, où il dévale la montagne et où, euh, où on dit qu'il est accepté dans ce règne de la nuit, règne animal, règne naturel, et que il fait partie de cet ensemble-là. Donc en fait, c'est comment nous, on arrive aujourd'hui à reprendre notre place dans cet ensemble-là
qu'on maltraite, qu'on malmène. Mais par contre, je trouve ça trop facile de, de juste revenir. Je sais pas comment dire. Et j'avais envie du coup que la nature ait aussi son mot à dire et que voilà, elle est, elle est abîmée et elle est en colère. C'est certain. Tout à l'heure, Marie nous parlait du titre qui n'était pas forcément le titre de base. Est-ce que c'est un hommage au Grand Tour qu'on connaît peut-être pour certains? On avait fait une rencontre avec Olivier Guèze qui parlait de ça, qui avait un livre aussi en l'occurrence sur ces jeunes aristocrates du nord de l'Europe qui allaient vers les rivages méditerranéens. Est-ce que c'est un hommage ou pas du tout? Est-ce que J'y avais pas pensé, mais c'est hyper intéressant. Alors, je crois que j'avais un peu bon, j'avais quand même un peu cette idée révolutionnaire du grand soir. Où, mais non, c'est intéressant aussi. Et pour vous donner le petit secret de fabrication, le titre de travail, c'était le nom, la marque du vélo, qui est Genesis Equilibrium, et qui était, c'était assez beau parce qu'il y avait l'équilibre et la renaissance dans ce titre, mais en même temps, pour avoir un discours quand même assez critique sur le capitalisme, je trouvais ça un peu gonflé de mettre une marque en titre, et puis c'était un peu opaque pour les lecteurs. Donc voilà, ce grand horizon est arrivé un peu comme ça. Très bien, très bien. Je pose toujours deux questions récurrentes aux auteurs qui viennent ici. La première, c'est celle de l'auteur méconnu que tu aimerais remettre au goût du jour, auteur ou livre méconnu en tout cas, que tu aimerais faire vaciller ce soir. Alors, je ne sais pas si c'est vraiment un auteur méconnu, mais en tout cas, c'est un genre qui est du théâtre. Parce qu'en fait, moi, je viens vraiment de là. J'ai commencé par le théâtre, mais à jouer. En fait, plus ça allait, plus je me suis dit, ah, mais en fait, j'aime pas tellement jouer, j'aime pas tellement mettre en scène. Et en fait, c'est le texte qui m'intéresse. Et donc, juste La fin du monde de Jean-Luc Lagarde, ça a été pour moi un texte absolument fondateur. C'est marrant, je sais pas si vous connaissez ce texte qui a été après adapté par Xavier Dolan au cinéma. Mais c'est donc l'histoire de Louis qui est allé à Paris on ne sait pas quoi faire d'ailleurs, pour faire sa carrière, et puis qui revient dans sa famille en province pour annoncer quelque chose, et on le sait dès la première page, pour annoncer ma mort prochaine et inévitable. Et donc ça va être une sorte de tragédie, hein, une unité de temps, une unité de lieu, où on va être dans cette famille, dans ce déjeuner de famille où les choses n'arrivent pas à se dire, où les relations vont être extrêmement compliquées et où il va s'agir de réussir à dire, à formuler, à trouver le bon mot. Et c'est vrai que c'est un texte absolument bouleversant dans ce que ça dit voilà, des empêchements, de comment réussir à se parler toujours. Et c'est d'une poétique absolument dingue. Donc je vous encourage à lire juste La fin du monde. Ça se lit vraiment comme un roman quand même. Et puis l'adaptation de Xavier Dolan est extrêmement bien faite et rend hommage aussi au texte et à la poésie du texte. Moi qui le connais presque par cœur, j'ai été très admirative de la façon dont il avait réussi à embarquer le phrasé de Lagarce, qui est quand même voilà, une grande déflagration quand on le découvre. Voilà pour le livre. Ouais. Je partage Dans la... cette collection mythique de théâtre qui est Les Solitaires Intempestifs, basée Évidemment, en Franche-Comté. tout à fait. Et donc la deuxième question, c'est celle de se transposer dans un personnage de fiction, fiction au sens très large du terme, et de savoir si tu changerais sa destinée. Alors, j'ai choisi Modesta, le personnage principal de L'Art de la joie. Pourtant, elle ne vit pas des choses très heureuses, notamment le début du texte qui commence quand même de façon extrêmement violente. Mais en fait, ce que j'adore dans ce personnage, c'est que elle va vraiment réussir à transcender cette violence par une sorte de fantaisie énorme. Euh, et pour moi, ça reste quand même une immense métaphore de ce que l'art peut faire, c'est-à-dire transcender absolument les pires cauchemars qui soient et en faire quelque chose d'absolument humain, joyeux, vivant, exubérant. C'est un texte hyper baroque. Donc, être une journée dans la peau de Modesta, je
pense que moi, quand j'ai lu ce livre, je me souviens que j'ai refermé, je me suis dit, OK, tout est possible. Tout est possible dans la vie. Elle m'a vraiment mis du feu dans la tête. Je sais pas comment dire, il y a vraiment cette... Je pense qu'on peut rester hermétique à Sapienza parce que c'est too much tout le temps. Mais en même temps, ouais, passer une journée dans sa vie, c'est comme vivre 1 million de journées dans la mienne, quoi. Donc voilà, et je pense que je la laisserai vraiment présider à ma destinée sur cette journée. Je ne changerai rien pour elle. Très bien, très bien. Très belle héroïne. Éditrice et autrice, est-ce que justement tu as été impitoyable avec toi-même sur ton texte? Ou au contraire, est-ce que tu l'as lâché à Marie et finalement, tant mieux pour le coup et qu'il ne fallait pas forcément retoucher avec l'œil de l'éditrice? Comment ça s'est passé? Comment on lâche un texte quand on est éditrice et autrice à la fois? Est-ce qu'il Bah faut une déjà, confiance aveugle? alors, on choisit la bonne personne. Non, en fait, j'ai une grande chance dans la vie, c'est d'être accompagnée au quotidien par Sandrine Thévenet, qui est mon associée, et qui m'a beaucoup aidée avant que je l'envoie à Marie. Notamment à un grand moment de découragement où, voilà, ça faisait déjà plusieurs années que j'étais sur ce texte, où j'arrivais pas à dégager du temps pour le faire parce que je pense que je me disais que c'était pas assez important aussi. Et en fait, je lui ai fait lire en me disant, t'es la seule personne qui peut me dire arrête ou continue. Enfin, c'est vraiment une personne de très grande confiance où il y a beaucoup d'amour. Et du coup, je savais qu'elle me dirait laisse tomber, c'est pas le bon projet, t'arrives pas à t'y mettre pour cette raison. Et en fait, elle m'a vraiment encouragée et elle m'a dit maintenant tu vas travailler tous les week-ends et tu vas arrêter de pleurnicher. Et vraiment, elle m'a beaucoup aidée et elle m'a aidée sur un problème scénaristique hyper important. Donc ça, c'est la première chose, c'est que j'ai déjà la chance d'être accompagnée au quotidien par une des meilleures éditrices de Paris. Et puis après, en fait, on peut quand même pas enfin, on peut quand même pas s'auto-éditer. C'est un peu comme au théâtre, Il se n'y en a pas passer. qui le font, hein. Alors oui, mais je pense pas qu'ils travaillent. Ils publient dans leur maison, mais je pense quand même pas qu'ils travaillent tout seuls. Non, Qu'est-ce en que tu effet. penses? Ouais. Non, ils sont quand même accompagnés à l'intérieur. Mais en fait, ouais, si à un moment on a besoin d'un œil extérieur et le travail avec Marie, elle m'a vraiment fait beaucoup travailler. Euh, et notamment sur, effectivement, je pense que chaque auteur a un peu son unité. Il y a des auteurs qui ont une unité de chapitre, une unité de paragraphe, et moi je sais que j'ai une unité de phrase. Je travaille énormément la phrase. Ouais, c'est le côté, c'est ma déformation poétique, et du coup des fois je suis trop le nez sur la phrase et j'ai du mal à prendre du recul et scénaristiquement à relier les points ou à construire des choses comme ça. Donc elle m'a vraiment aidée voilà, sur ces aspects-là. Et c'est fondamental. Et puis c'est une relation que je chéris tellement avec mes auteurs que j'ai pas. C'est un grand plaisir pour moi de m'y prêter avec Marie. Je suis pas du tout dans le contrôle mais par contre, Marie, c'est ce qui était. Je peux parler parce elle est plus là, donc je peux parler à cœur ouvert. Mais je me souviens de notre premier rendez-vous, là où on a parlé 4 heures du texte. Elle avait préparé ses notes au cordeau. Elle était là, bon, je suis hyper stressée, donc je te le dis. Et donc, c'était marrant pour elle parce que, effectivement, c'est quelque chose de publier, quelqu'un qui connaît intimement ce métier et qui du coup peut avoir un regard critique, mais je me suis laissée complètement embarquer et c'est très agréable pour une fois de ne pas de ne pas faire ce travail, même si le travail d'auteur est quand même un travail voilà, très long, très difficile, très douloureux. Je pense que la course de Vincent est aussi à l'image de l'écriture de ce livre. Les grands moments de désespoir et les grands moments de grâce ont cohabité aussi en même temps que l'ascension de Vincent dans la montagne. Avec Marie, tu es très bien loti, clairement. Exactement. J'ai beaucoup de chance et je suis vraiment ravie. Donc ouais, je dis souvent aux auteurs que, enfin moi, parfois il y a des textes que j'adore et puis en fait on se rend compte avec l'auteur puis on voit bien qu'on parle pas de la même chose et en fait je crois que trouver son éditeur, c'est vraiment trouver la personne qui parle le même langage et qui comprend
à peu près ce que vous faites. Donc, ouais, non, je suis ravie. Parfait. Eh bien, et si on concluait cette rencontre avec le second extrait que tu nous as préparé, Lola? C'est parti. Alors, on est quand même encore au début du livre, parce qu'effectivement, je ne savais pas où chacun en était dans sa lecture. Est-ce que d'ailleurs c'est un passage de Pauline ou pas? Ce n'est T'as pas pas cherché Pauline? un passage un peu entre les deux. Ok. Tu voulais un passage de Pauline? Bah, je trouvais que c'était peut-être bien d'avoir les deux voix, peut-être, mais je veux pas bouleverser ton idée, hein. Sinon, tu nous lis les deux. Voilà. C'est Bon, subtil. j'en dis un et puis après tu me dis. Ok. C'est un peu entre les deux. C'est encore un personnage secondaire, mais plus discret. La mer continue de combler l'espace d'avant, avant que pour de bon, il ne parte, la laissant face à la carte. Peut-être qu'elle a peur. On pourrait la comprendre. Elle évoque un souvenir ancien. C'était il y a 15 ans peut-être. Elle ne parvient pas à se remémorer avec exactitude la finalité du voyage, la destination. Peut-être voulait-il retourner à Dijon. En revanche, elle se revoit, elle, à ce moment-là. Pour la première fois, cette pensée précise qui s'impose à elle. Son garçon se détache de l'enfance, juste sous ses yeux. Il avance sans un bruit, sans faire craquer le parquet ni grincer la barrière du portail, et va par les chemins. Elle partage l'anecdote comme si Vincent n'était pas en mesure de la lire. Elle s'efforce de contenir son émotion. Elle écrit que depuis tout petit, oui, enfant ou adolescent plutôt, il fait ça, comme un fou, obsédé par la route. Vincent a 15 ans. C'est le tout début du jour. Il veut rejoindre Dijon avec Aurélien, son ami venu lui rendre visite près de Lyon pour les vacances. Voilà 4 mois que Vincent a déménagé ici avec ses parents, son frère. Pour rallier Lyon à Dijon, 2 heures de TER et une poignée d'euros suffisent. Mais les garçons préfèrent gonfler leurs pneus. Une aventure les attend. Ils n'ont pas de plan, seulement quelques clichés de quartier GN pris en cachette avec un appareil photo numérique dans une maison de la presse, une bouteille d'eau, des vieilles baskets de skate, une pompe à vélo. Ils partent. La route s'étire devant eux. Chaque coup de pédale les rapproche de la liberté. Ils ne savent plus exactement quel chemin emprunter. Le jour décline et le froid humide monte, celui de la campagne les nuits d'été. Merci, Lola. Allez, Voilà. un petit passage de Pauline. Allez. Parce qu'elle est tellement importante, finalement, Pauline. C'est ce contrepoint-là qui fascine un petit peu, qui finalement on se reconnaît souvent plus dans Pauline, dans celle qui suit Vincent que Vincent. En tout cas, parce que j'ai l'impression que personne n'aime le cyclisme ce soir, personne n'aime le cyclisme en France, excepté Sandra, mais tout le monde a adoré ce livre sans aimer le cyclisme. Je trouve ça incroyable, moi. C'est vrai que c'est un petit challenge. Alors, je vais me lancer. Euh, on est page 55. Au mur, une affiche jaunie du Rayon vert de Romer. Pauline n'a jamais vu ce film. Elle a retrouvé l'appartement, le canapé. Une vague culpabilité l'envahit. Elle pourrait ressortir, mais la chaleur et les souvenirs la retiennent. L'idée de Vincent tourne dans sa tête comme les mouches sur le blanc cassé du plafond. Pauline prend son téléphone et tape son nom. Vincent Andrieux. Des pixels minuscules sculptent son image. Le voir, et c'est l'enfance entière qui s'étire, pousse un soupir, grogne, ouvre un œil. Un chien roulé en boule au sortir d'un sommeil de plomb. Cela la trouble. Sur un cliché, un petit garçon pose à son côté. Amélie commente ses rares publications. Tout ce temps passé et ils sont encore ensemble. Et puis il y a le vélo. Vincent qui fait une sieste sur le bord d'une route, qui pédale dans la nuit, sur un selfie avec un autre qui lui ressemble. Pauline se souvient qu'il aimait aller le plus loin possible, faire de vrais voyages. C'est cela qu'elle a toujours admiré chez lui, à l'écoute des fous qui dansent dans sa tête. Finalement, elle se demande si c'est vrai et quel âge ils avaient. Parfois, les histoires semblent si bien faites qu'on se soupçonne de les avoir inventées de toutes pièces. Mais non, c'est bien ça. Depuis longtemps, ils pédalent, et cela forme une mythologie, celle d'un être parfaitement libre. Un fantôme flotte autour d'elle, elle tente de ne pas y penser. Un morceau des adolescents qu'ils ont été. Tout est rouillé. Ce matin, Vincent a posté une photo de son vélo face à la mer, localisée à Burgas, Bulgarie. La légende, Transcontinental Race. Pauline a cliqué sur le compte mentionné.
Merci, Lola. J'ai l'impression d'avoir fait des éloges de ce livre toute la journée, depuis 9 heures du matin, mais c'est tellement légitime. Je le remontre, voilà, il est là, Le Grand Horizon, aux éditions Phébus. Lola Nicole, bravo pour ce roman. Je te souhaite vraiment le meilleur. J'espère que tu vas rafler beaucoup de prix, et même si tu n'en rafles pas, ça ne change rien à ton talent. Voilà. Merci beaucoup, Anthony. C'est voilà, c'est adorable. Et puis merci à vous pour vos questions et vos lectures. C'est toujours. J'étais déjà venue en tant qu'éditrice, mais c'est toujours voilà un très bon moment avec vous. Donc je reviens dans 6 ans. On n'espère pas, on Je n'espère viendrai pas, parler des aveux. on n'espère pas. Mais pas dans un an. Voilà. Non, Et malheureusement. il faut maturation quand même pour faire un tel roman. Donc, 6 ans, c'est un peu long, mais si on peut entre les deux, ce sera génial. Exactement. Merci Lola. Très belle soirée Merci à à tous. vous. Merci Lola. Au revoir. À tous.